Je range mon bureau numéro 104. Je suis crevé parce que je reviens d'Arles. Je vais vous raconter ça. C'est lundi 13 novembre, en fin de journée. La nuit est déjà tombée. Je suis rentré en début d'après-midi d'Arles où j'ai passé 3 jours au 40e assise de la traduction de l'association Atlas. Ça fait des années que très régulièrement, je me dis que ça doit être vraiment super. Il y a plein d'événements autour de la traduction comme ça et en fait j'y vais jamais. Et là, ça s'est trouvé que j'ai été invité avec Laurent Vanini pour parler de cette traduction, Les 9 parfaites. Bon, je vais vous lire un extrait. Et bah, du coup, j'y suis allé. Et j'ai été forcé d'y aller. Et c'était évidemment super. Enfin, évidemment, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, c'est un excellent niveau. Il y a énormément de conférences, de tables rondes, d'ateliers, de choses plus professionnelles aussi. Tout était vraiment d'un très très bon niveau. Puis c'était hyper sympa. J'ai rencontré plein de traductrices et de traducteurs très intéressants, dont certaines que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà échangé, soit en vrai, soit par les réseaux sociaux, et que j'ai rencontré pour la première fois en vrai. Voilà, donc tout ça pour dire que c'était super, et que j'ai décidé, puisque mon après-midi était un peu foutu pour le boulot, et que j'ai fait des bricoles un peu, mais voilà, sans plus, également d'enregistrer une petite vidéo, parce que la pile continue d'augmenter, et notamment vous reparlez de The Perfect Nine, parce que The Perfect Nine de Ngugi wa Thiong'o, j'en ai parlé il y a 2 ans, je crois, quand c'est sorti, et quand je l'ai lu. Et puis là, la traduction de Laurent Vanini est parue il y a 2 mois chez Présence Africaine. C'est une très belle traduction. Et samedi après-midi, au théâtre municipal d'Arles, il y avait à peu près 90 personnes quand même, c'était pas mal. On a eu un petit dialogue comme ça avec Laurent Vanini autour de ce que signifie cette traduction, ce que ça signifie de traduire ce poème épique qui est le premier texte poétique en termes de forme, je veux dire, de Ngugi wa Thiong'o sur la fin de sa carrière. Ngugi wa Thiong'o, il a 85 ans quand même, donc voilà. Il va sans doute pas écrire encore des dizaines de textes. Il est assez malade, il est malade en fait. Il reste extrêmement fort, énergique, intellectuellement, et toutes ses interviews restent extrêmement impressionnantes en fait. Mais voilà, on peut craindre que ça sera peut-être pas son testament, mais il est peu probable qu'il republie beaucoup de livres. Et donc voilà, donc on a parlé de ce que signifie cette épopée, de ce que ça signifie la manière dont Ngugi wa Thiong'o réécrit, en les modifiant, en les féminisant, en les décentrant encore un peu plus, le grand mythe fondateur du peuple Gikuyu. Et ce que signifie ce texte, et ce que ça signifie pour un traducteur de traduire ce texte de l'anglais, sachant que le texte anglais est une traduction par Ngugi wa Thiong'o lui-même de l'original Gikuyu. Voilà. On a lu le début, alors on l'a lu en anglais et en français, ce que moi je ne vais pas faire parce que ça rallongerait beaucoup. On a lu le début et on a lu le début aussi, on a lu le chant 13 en entier. Ce que je vais faire aussi, histoire de vous dire, bah voilà, c'est cette traduction, c'est chez Présence Africaine et il faut aller lire ça. Je vais raconter l'histoire de Gikuyu et Mumbi et de leur fille, les 9 parfaites, matriarches de la dynastie de Mumbi, fondatrices de leurs 9 clans, progénitrices d'une nation. Je vais raconter leur voyage et les innombrables épreuves qu'ils bravèrent en chemin, séisme après séisme, faisant rage dans le ventre de la terre, éruptions déchirant le sol autour d'eux, faisant frémir les crêtes, trembler la terre, tandis que de nouvelles collines se soulevaient de terre et que d'autres brûlaient, leurs flammes ondoyant vers le ciel, et que des vallées se creusaient et s'étendaient derrière eux. Lorsque Gikuyu et Mumbi se retournèrent et virent un fleuve de boue rouge épaisse couler vers eux, ils gravirent d'autres crêtes, celles qui semblaient épargner des flammes. Mais, à l'instant où ils cherchèrent à s'asseoir pour se reposer enfin, ils virent un immense rocher rouge qui dévalait vers eux, les forçant à reprendre leur course et redescendre vers les plaines. D'autres feux éclatèrent devant eux, et de nouveau ils se mirent à courir, battant en retraite en toute hâte, cherchant un endroit qui leur offrirait un répit. Voilà le début du mythe fondateur, l'anthropogonie Gikuyu, réécrit, reformulé par Ngugi, traduit par Laurent Vanini. Un extrait vraiment du milieu de l'épopée,
une partie des nombreuses péripéties, des embûches, des obstacles, que les 9 parfaites trouvent sur leur chemin avec leurs prétendants. L'ogre qui chiait sans arrêt. À peine reprenions-nous notre périple que Mwangeka nous lançait d'autres défis, mais à chacun de ces défis nous trouvâmes une réponse. Comme vous nous l'avez toujours enseigné, pour chaque obstruction, il y a une désobstruction. L'ogre aux larmes infinies nous surprit alors que nous pleurions nos pertes récentes. Les larmes coulaient de ses yeux comme l'eau d'un tuyau, déclenchant nos propres larmes qui, à présent, coulaient sans s'arrêter. Mais quand il exigea Wambui pour, en échange, chasser les larmes de nos yeux, nous comprîmes qu'il voulait que le chagrin noie l'espoir. Nous ne devions pas perdre espoir comme le projetait notre ennemi. Telle fut notre détermination. Nous nous mîmes à rire, et cela fit fuir l'ogre aux larmes infinies. Et espoirs et espérances firent leur retour en nous, et nous reprîmes notre voyage avec une vigueur nouvelle. L'ogre des déluges nous pourchassa, déchaînant sur nous ses vagues et son limon humide. Aussi nous courûmes aussi vite que possible et gravîmes une colline jusqu'à son sommet. Lorsqu'il échoua à gravir la colline, l'ogre se retira vaincu. L'ogre, qui chiait sans arrêt, créait des montagnes de merde. L'air alentour sentait la pourriture à l'état pur. L'air alentour sentait la pourriture à l'état pur. Les feuilles des plantes et des arbres avaient l'air flasque, des oiseaux tombaient mourants, d'autres quittaient leur nid et fuyaient la région. Des insectes mouraient tandis que d'autres essayaient de s'éloigner. Nous craignîmes que la pourriture ne pollue les rivières. Polluer l'air et l'eau revient à polluer la vie. Nous chassâmes l'ogre avec l'odeur suave des fleurs fraîches. Le plus menaçant, si tant est qu'il y ait un ogre dont la malfaisance dépassa celle des autres, fut l'ogre sanguinaire, car il exigea de nous du sang, essayant même de nous persuader que son offre était généreuse, parce qu'il voulait seulement notre sang, pas notre chair. Il sucerait simplement le sang de nos veines, laisserait le corps intact. Nous l'attirâmes vers une fosse gigantesque dans laquelle il tomba. Lorsque nous l'y abandonnâmes, il s'écriait « S'il vous plaît, aidez-moi à sortir. Si vous me laissez ici, je mourrai, faute de sang. » Enfin, nous arrivâmes au bord d'un fleuve aux eaux pures. Quelle joie! Le fleuve marquait la frontière entre la forêt de Mwangeka et la forêt sur l'autre berge dont le maître nous était inconnu. Certains hommes affirmèrent qu'ils n'avaient jamais traversé de fleuve aussi large. Nous arpentâmes ces rives d'amont en aval en quête du gué le plus étroit. Nous vérifiâmes scrupuleusement qu'il n'y avait pas de crocodiles dans les roseaux et puis, alors que nous venions de trouver un endroit idéal pour traverser à la nage et que nous nous réjouissions de bientôt quitter la forêt des ogres, nous entendîmes une voix grave depuis l'autre berge de la rivière. Si vous voulez savoir ce qui se passe, eh bien il faut lire la suite, le chant 14. Donc cette épopée en 24 chants, hein, comme l'Iliade et l'Odyssée d'ailleurs, cette épopée en 24 chants, c'est une réécriture décoloniale certainement. Ngugi ne cesse de retirer vers l'Afrique, vers le peuple Gikuyu, vers la langue Gikuyu, tout le sens du monde contemporain. Mais c'est aussi postcolonial et puis c'est aussi en fait une interprétation moderne, une interprétation qui cherche à changer le sens politique du mythe fondateur, parce qu'entre-temps, il y a eu la colonisation et qu'entre-temps, il faut réinventer les mythes et réenchanter l'avenir. C'est d'ailleurs le sens d'une note liminaire très brève que Ngugi wa Thiong'o a posée en tête du livre, et qui est évidemment traduite en tête du livre de la traduction de Laurent Vanini. Pour terminer sur ces Perfect Nine et sur la traduction de Vanini, les 9 parfaites, apparemment, hein, notre table ronde a été enregistrée et donnera lieu à une transcription écrite, comme chaque année, pour les assises de la traduction. Voilà, donc les assises de la traduction, je ne l'ai pas dit, mais le thème c'était « Quelle épopée ?» C'est là, voilà, voilà. Quelle épopée, c'était du 10, 11, 12 novembre, ça s'est terminé hier après-midi. Et c'était, voilà, je l'ai déjà dit, c'était très bien. Et le thème de l'année prochaine, c'est le dialogue. Voilà, on verra si j'y vais, si je réussis à caler ça au milieu de mon agenda. On continue aujourd'hui, ouais, j'ai sorti que des livres africains que j'ai lus. Encore une traduction de quelqu'un que je connais. La Maison de la Faim de Dambudzo Marechera. Alors c'est un texte absolument
fondamentale d'Ambudzo Marechera. C'était un romancier et poète, j'allais dire zimbabwéen, rhodésien, parce qu'en fait, il naît à l'époque de la colonisation, en 1952. Et il publie tous ses premiers textes, il fait ses études, il va en Angleterre aussi, à l'époque où le Zimbabwe n'est pas encore indépendant. Je vous rappelle que le Zimbabwe, ça fait partie des pays les plus tardivement décolonisés, puisqu'il y avait ce régime suprémaciste de Ian Smith qui tenait cette Rhodésie. Et donc en 1980, la Rhodésie finit par devenir le Zimbabwe. Le pays change de nom, parce que évidemment la Rhodésie, c'était un nom qui était en hommage à Cecil Rhodes, et donc à un explorateur, colonisateur, criminel en fait, un assassin, un boucher en fait. Et donc le Zimbabwe se constitue avec ce nouveau nom, et donc un des premiers très grands écrivains de cette période charnière, années 70, années 80, c'est cette espèce de météore, d'étoile filante, d'Ambudzo Marechera, totalement inclassable, qui a publié des poèmes dans un style extrêmement classique, j'allais dire classique, mais en fait c'est plutôt baroque ou métaphysique, au sens de la poésie métaphysique du XVIIe siècle, anglais. Et puis il y a des textes extrêmement modernes, extrêmement violents, extrêmement expérimentaux aussi, et donc des nouvelles, des romans. Et La Maison de la Faim, House of Hunger, c'est un texte qui a été publié avec 9 autres ou 10 autres, je sais plus, je sais jamais si c'est 9 plus 1 ou 10 plus 1, c'est comme dans les Perfect Nine de Ngugi wa Thiong'o. Il a été publié donc avec d'autres textes brefs, des nouvelles très brèves, et c'est en fait une novella, c'est-à-dire c'est un texte qui fait 80-90 pages dans l'édition Heinemann en anglais, et il avait déjà été traduit avec les autres nouvelles il y a une vingtaine d'années aux éditions d'Aper par Xavier Garnier et Jean-Baptiste Évette, et les éditions Zoé ont pour 2023, et c'est sorti là en octobre aussi, commandité une nouvelle traduction, et c'est traduit par Sika Fakambi, que je ne présente plus, dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui est une remarquable traductrice et qui a fait sur ce texte un travail remarquable, comme on pouvait s'y attendre. Alors, lors des assises de la traduction, j'ai lu un extrait, et j'ai lu en fait la fin du passage dont je vais vous lire le début. Donc s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui étaient là lors des lectures caféinées, ça c'est une tradition aux assises de la traduction, c'est que le samedi matin, à 9h, on prend le café et les croissants, tout ça, tous ensemble dans une salle, et on lit 3 minutes maximum d'un texte traduit. Et donc il y a eu plein de choses, je me suis tout noté au fur et à mesure, puis à la fin j'y arrivais plus. Et bon voilà, moi j'ai lu un extrait de ce texte qui n'est pas réellement un texte épique, mais qui est interprétable en termes de réflexion sur l'héroïsme individuel dans une structuration nationale en fait, et plus exactement dans une forme de pessimisme face à l'impossibilité de la construction nationale. Vous allez entendre la langue de Sika Fakambi traduisant d'Ambudzo Marechera. C'est un texte vraiment extrêmement étrange en fait, c'est un texte auquel je reviens régulièrement. J'étais très content qu'il y ait cette traduction qui paraisse, parce que j'ai relu le texte anglais il y a quelques mois en perspective, et c'est vraiment un texte très très fort. Puis, un après-midi, le soleil est apparu auréolé de cercles. Sa lumière maladive et lointaine était le signe certain de l'arrivée des pluies. Cette nuit-là, nous étions à l'étude, il devait être environ 21h30, une puissante déflagration de foudre a retenti, fracassant l'air humide de sa violence sidérante. De gigantesques trombles de pluie se sont aussitôt abattus sur la terre endormie. Le bruit était assourdissant, le spectacle terrifiant, et les flots torrentiels secouaient tant qu'ils m'auraient presque fait basculer en sénilité précoce. Un tel dérèglement des éléments paraissait impossible. L'eau, à grands seaux, se déversait comme une forcenée sur l'école. La pluie tombait en déluge démentiel. Elle tambourinait sur les toits en amiante. Elle tambourinait aux fenêtres. Elle pilonnait les esprits. Elle tambourinait sur nous jusqu'à l'insoutenable. Elle se déversait toute noire en clapotis, en ruisseaux, s'abattait sur nos têtes comme un coup de poing. Elle rugissait, éclaboussait, détrempait, dégringolait bégayante et tonitruante des béances noires de l'univers immense et sans conscience. Elle montait, elle gonflait, claquait sur elle-même comme un fouet, vomissait à grands sauts une frénésie de fretin d'argent. Ces bruits de succion et de boue qui clapotent, tournoyaient sans fin dans nos esprits, nous glaçant jusqu'à l'âme.
délire d'une pluie précipitant toute l'école dans une excitation fébrile. Éruption pareille à celle d'un furoncle qui éclate et éclabousse tout de ses acides noirs. Les cieux fulminants, charriés des blocs de pluie sur l'école, la criblaient tant et tant que notre santé mentale elle-même nous semblait faire l'objet de ce siège implacable. Ce champ d'eau forcené plantait ses petites aiguilles dans la matière même de nos cerveaux. Elle faisait éclater, elle faisait barrage, elle faisait crête, elle laissait sans voix les lions rugissants. Elle se déversait dans nos esprits, imprégnait nos paroles et nous laissait bouche bée, bouche trempée. L'air n'empestait plus que cela. Son petit goût sucré et funeste collait à nos habits comme de la glu. Il y avait des choses qui flottaient dedans, et c'étaient toutes nos convictions passées. Au cimetière, les tombes les plus pauvres se vidaient de leur contenu, et l'eau emportait les petits piquets de bois et les croix. Ce professeur ivre, qui avait osé la défier, on ne l'a plus jamais revu. Cette pluie, elle coupait plus que le souffle. Cette pluie, elle battait le tambour jusqu'à ce que le tambour éclate et suturait les esprits de ses lanières d'éclairs. Elle était un fou qui parle sans s'arrêter, susurrant à toute vitesse des choses à l'oreille du ciel. Elle était un homme, soudain endeuillé, qui craque et se jette contre le mur. Elle était un fleuve immense, dégringolant dans les chutes, en rugissant une rage que seuls sauront briser les rochers en contrebas. Et je vais m'arrêter là, car c'est pile à cet endroit-là, je crois, que j'ai commencé la lecture, parce qu'il fallait faire 3 minutes, et le texte dans son entier, il fait plutôt 5 ou 6, là je pense que j'ai dû lire 3 minutes déjà. C'est, voilà, j'espère, enfin, j'en fais peut-être un peu des caisses, mais je veux vraiment faire entendre aussi, enfin c'est une langue extrêmement fine, extrêmement précise, extrêmement lyrique, évidemment, on l'a entendu, mais qui est une langue lyrique dans un sens qui est un sens... presque, enfin, c'est lyrique et chirurgical, c'est-à-dire c'est lyrique et c'est désabusé, c'est lyrique et c'est noir, c'est d'une noirceur très grande, et voilà, et donc la maison de la faim, c'est House of Hunger, voilà, c'est en partie une allégorie aussi du Zimbabwe qui n'existait pas encore, puisque le roman, je crois, date de 78, je sais jamais, 78, voilà. Et donc, c'est un texte vraiment très fort. Et en discutant avec le libraire de Tours, chez qui je l'ai acheté, avec qui je l'avais commandé, c'est la librairie Le Livre, hein, c'est ma librairie principale, on va dire, à Tours. Il lit quasiment pas de littérature africaine, donc j'essaie de temps en temps un peu de le convaincre. Et je lui ai dit que ce texte-là risquait de lui plaire, parce qu'en fait, je trouve, en y réfléchissant un peu, en le relisant avant l'été, là, il y a quelques mois, en anglais, c'est un texte qui a quelque chose de très Middle Europa, en fait. Il y a vraiment quelque chose de un peu, enfin, je sais pas, ça fait penser à un certain nombre de textes de la première moitié du XXe siècle, d'auteurs roumains, hongrois, enfin même un texte, alors là on n'est pas dans la Middle Europa, encore que, parce que je pense que Roberto Arlt, c'est un romancier argentin, mais c'est un écrivain argentin qui a ramené avec lui quand même un très grand nombre de choses qui sont l'expérience aussi de la dépossession, de la diaspora, de la transplantation difficile. Et ouais, je pensais aussi, c'est vrai, Les 7 fous de Roberto Arlt, aussi ce roman magnifique, dont j'avoue que je ne saurais pas citer le traducteur ou la traductrice, il faudrait que j'aille voir, que je me lève, que j'aille regarder de l'autre côté des étagères que vous avez derrière moi, où on a la littérature étrangère en traduction. Bon, peu importe. Dambudzo Marechera, voilà, Dambudzo Marechera, c'est, voilà. Alors, on continue dans les traductions qui viennent de paraître et de textes africains. Alors, je vais parler quasiment que d'auteurs et pas d'autrices. D'habitude, j'essaie d'avoir un petit équilibre. Bon, alors, en revanche, il y a un vrai équilibre de parité au niveau des traductrices. Ça, on le dit toujours, la profession de traductrice, en fait, on va le dire au féminin parce que c'est une profession extrêmement féminisée. Là encore, on a un texte d'un écrivain, mais avec une traductrice. Et la traductrice, c'est Aurélie Journeau, qui est une angliciste, qui est une maîtresse de conférence, je ne sais plus où, à Paris, je ne sais plus, dans une fac parisienne, spécialiste du Kenya, spécialiste des littératures d'Afrique de l'Est, comme moi, sauf qu'elle, elle bosse beaucoup plus que moi, en fait. Et elle, également, elle s'est formée au Swahili. Et donc, elle traduit désormais du Swahili. Et donc,
aux éditions Projectile, que je ne présente plus non plus, parce que si vous suivez la chaîne, vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Je parle souvent des livres de ces excellentes éditions Projectile. Aurélie Journo a traduit ce texte d'Adam Shafi Adam, qui est un des grands romanciers tanzaniens. À ma connaissance, il y a un seul texte, je crois, disponible en français. Avant cette publication-là, il y en avait un qui avait été publié dans la collection de poches Motifs du serpent à plumes, il y a une vingtaine d'années, Les Girofliers de Zanzibar. Là, c'est pareil, le nom du traducteur ou de la traductrice m'échappe. Et donc, ces Indociles, c'est quand même un assez gros roman, ça fait pas loin de 400 pages. Alors, les pages sont assez aérées et c'est très confortable à lire. Ils sont très agréables, les livres d'édition Projectile. Mais c'est quand même un roman un peu long quand même. C'est un roman qui date, je crois, des années 80, mais qui parle en fait, là encore, c'est amusant, enfin c'est pas amusant du tout, mais c'est un peu comme La Maison de la Faim dont je parlais avant, ça parle de la période avant l'indépendance, et toute une période de trouble, et ça parle de Zanzibar, qui ne s'appelle pas Zanzibar, qui s'appelle, j'oublie toujours, mais il va suffire que voilà, Unguja, voilà, il suffit d'ouvrir le livre, là sur le début du chapitre 10, le nom m'a sauté aux yeux, et donc Adam Shafi Adam n'emploie pas le nom colonial, il emploie un nom autochtone, hein, en l'occurrence ici Unguja. Et donc ce texte est traduit du Swahili, donc c'est très précieux parce il y a une immense, colossale littérature en Swahili, et elle est très très peu traduite en français, faute de traducteurs et traductrices, et ou faute de volonté éditoriale, certainement aussi. Et donc voilà, Aurélie Journo a traduit ce texte, et c'était un vrai plaisir. Alors moi je sais pas, je lis pas le Swahili, donc je peux pas savoir, mais c'est très bien traduit, enfin c'est un livre qui se lit avec un grand plaisir. C'est un livre, c'est pas toujours le cas des livres que je présente, parce que j'ai tendance à prendre à bien aimer des textes parfois un peu difficiles, enfin, ou qui peuvent être considérés comme tels. C'est un livre qui a un côté très romanesque, très abordable. Ça raconte l'histoire de deux femmes principalement, de deux femmes et puis d'un groupe d'hommes qui sont ces indociles, et je pense que c'est surtout les deux femmes qui sont des indociles. Donc c'est un très très beau portrait de ces deux femmes qui appartiennent à deux communautés différentes. Le personnage principal, la protagoniste, c'est, alors il faut que je retrouve le nom du personnage, voilà, Yasmine, qui appartient à la communauté asiatique, à la communauté des Indiens de Zanzibar, au Dunguja, et qui est mariée très très jeune à un homme beaucoup plus vieux, et ça se passe pas bien, histoire classique. Elle s'enfuit, mais elle est rejetée par sa famille, parce qu'évidemment elle les déshonore, et elle s'installe avec une femme un peu plus âgée qu'elle, mais qui est quand même jeune, qui doit avoir 5-6 ans de plus qu'elle, donc qui doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça, et qui est une Swahili. Quand on dit une Swahili, ça veut dire une africaine, une noire en fait, hein, Mwajuma, voilà, avec qui elle apprend un certain nombre de choses et elle rencontre un petit peu des gens un peu différents, de différentes catégories. Et donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce personnage de Yasmine, comme Mwajuma, mais d'une autre manière, elle fait ce que personne dans son milieu ne fait, c'est-à-dire elle va vivre avec les Noirs, les Africains, les Swahili, sachant que les communautés vivent de manière complètement séparée. Et les Mzungu, les Blancs, eux, ils sont quasiment absents du livre, c'est-à-dire ils sont juste là comme des sortes de privilégiés qui s'éclatent dans leur coin avec leur fric en tenant absolument pas compte des problèmes, en n'étant même pas conscient des problèmes de la population coloniale, puisque ça se passe à l'époque coloniale. Voilà, donc avant l'indépendance de Zanzibar, qui ensuite a été rattachée à la Tanzanie, je ne refais pas l'histoire de ce coin-là, l'histoire politique de ce coin-là. Mais c'est un texte vraiment extrêmement beau sur cette période-là, donc ça a plein d'intérêt pour quelqu'un qui travaille sur le colonial, le post-colonial. Il faut que absolument que je suis en retard pour recenser le dernier roman de Gourna dans sa traduction pour En attendant Nado. Je vais faire ça cette semaine. Et voilà, je mettrai le lien de mon article. Donc voilà, donc il y a plein de choses. Et donc le dernier Gourna, la traduction du dernier Gourna, elle a paru en même temps que cette traduction des Indociles d'Adam Shafi Adam. Donc c'est vraiment un très bon livre aussi, et je vous conseille vraiment d'aller voir ça, histoire de ne pas lire que des textes en langues européennes ou traduits des langues européennes. Yasmine n'avait aucune idée du tourment amoureux de Bwana Rasa. Le vieux s'était évanoui de ses pensées, et comme disent les anciens, pour la première fois, la fleur s'épanouissait sur le palétuvier.
À présent, Yasmine découvrait le monde comme pour la première fois, un monde de joie et de fête. Aujourd'hui ici, demain là, tantôt à une danse, tantôt à un concert de taarab, tantôt à un béni. Ce n'était plus une vierge bien sage. Mouajouma avait achevé son initiation, et elle était à présent parfaitement initiée, car en la voyant à un béni, un kibwebwe serré à la taille, on aurait pu mettre sa main à couper que ce n'était pas une indienne, née et élevée parmi les Indiens, à qui on avait appris dès l'enfance à rester à l'écart des Swahili. Pour les Indiens, Yasmine n'était plus des leurs, elle avait rompu avec leurs traditions et brisé l'interdiction tacite de se mêler aux Swahili. Pour les Swahili, Yasmine était un exemple de la façon dont des personnes d'origine différente pouvaient vivre ensemble, jusqu'à ce que leurs différences ne se voient plus et qu'elles ne fassent plus qu'un. C'était un dimanche ensoleillé, il était 11h du matin et Mouajouma s'était levé encore ivre de l'alcool de la veille. Dans la cour, elle lavait du linge, tout à sa lessive, elle chantait. « Jamani, ma jeunesse s'enfuit. Comme le soleil cède à la nuit, où sont-ils aujourd'hui ceux qui m'ont désiré? La beauté, c'est certain, n'est qu'un habit d'emprunt. Oui, c'est certain, je me suis dévoilé pour rien, pour exhiber une chose qu'on honore en vain, comme la fleur une fois coupée. La beauté, c'est certain, n'est qu'un habit d'emprunt. » Yasmine était assise en silence et écoutait Mouajouma en se remémorant le taarab de la veille. Soudain, on frappa. Mouajouma interrompit sa chanson et quand elle se tourna vers Yasmine, elle la vit qu'il écoutait sereinement et elle sourit. Elle se dirigea vers la porte et trouva Deng déjà à l'intérieur, un journal dans une main, dans l'autre un fil de pêche sur lequel étaient enfilés des petits poissons. S'ensuit un dialogue avec ce nouveau personnage arrivé, Dengue. Alors, comme c'est un... Alors, quand je dis que je lis en extrait d'un roman, c'est des vrais romans. Quand je dis que c'est un vrai roman au sens romanesque, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire, une identification possible au personnage et un fil narratif, ça s'inscrit dans la macro-histoire, dans l'histoire de cette région à cette période. Je ne vais pas tout vous spoiler, donc je ne vais pas parler dans le détail, mais il va y avoir une intrigue amoureuse qui, finalement, est étroitement liée à la situation politique, à la situation de la résistance et de la dissidence, puisque Yasmine devient très amoureuse d'un Swahili qui se bat contre... il n'est pas tout seul, hein, il fait partie d'un réseau clandestin qui se bat contre l'occupant, contre le colon. Et donc, mais je pense que c'est plus intéressant de dire l'occupant, d'ailleurs le terme est employé, me semble-t-il. Voilà, et donc ça va évidemment croiser ça, et évidemment leur amour va être empêché par le fait qu'il y a la police, il y a les informateurs, il y a les indiques, il y a une énorme pression, il y a la prison, il y a la prison, la déportation aussi, voilà. Donc le roman parle de tout ça. Adam Shafi Adam, Les Indociles, traduit du Swahili. Alors il n'y a pas de parité homme-femme, là encore c'est un texte d'un écrivain homme, mais il y a une certaine diversité dans les langues dont je vous parle, puisque là c'est un texte de Karel Skeumen, qui est une prononciation non garantie, qui est là encore un grand romancier sud-africain de langue afrikaans, et donc c'est traduit de l'afrikaans par Pierre-Marie Finkelstein, et c'est l'histoire d'un retour au pays natal, ça s'appelle « Retour au pays bien-aimé ». Je ne sais pas dans quelle mesure il y a un intertexte avec Thomas Hardy, The Return of the Native, et bien sûr on pense nous aussi à Césaire, hein, le cahier d'un retour au pays natal, à cette différence près que le personnage qui revient est un personnage qui est parti avec ses parents quand il était tout petit. 5 ans, je crois, hein, il est parti vivre en Europe, il vit en Suisse, il a fait sa vie en Suisse, il a une carrière en Suisse, hein, il travaille dans une maison d'édition, et puis sa mère meurt, son père était mort depuis fort longtemps, sa mère meurt, et sa mère qui lui parlait tout le temps du Veld, elle lui parlait du village, de la ferme, etc., meurt, et il veut y retourner. Et il veut y retourner pour voir ce qu'est devenu la ferme dont il hérite. Et en fait, il va découvrir que la ferme a été entièrement détruite, qu'elle a été en fait, que c'est le gouvernement qui l'a fait exploser, parce que là encore, il y a une histoire de dissidence, mais une histoire de dissidence des fermiers pauvres, des descendants des Voortrekkers, donc des fermiers pauvres afrikaners, en fait,
Donc il va passer 8 jours au pays natal, mais qui est un pays dont il se souvient à peine. Il va rencontrer, il y a un vrai clash pour le coup, un vrai choc de culture entre lui et ces gens qui sont pourtant ses cousins, des proches, des gens dont lui parlaient les voisins de ses parents, dont sa mère lui parlait tout le temps, etc. Mais en fait, dont il ne pouvait même pas deviner quelle était leur vie et dont il ne comprend pas en fait le point de vue, la vision du monde. Donc c'est vraiment un roman de ce genre de diffraction. Je vais lire un extrait, je pense, assez banalement représentatif de ce que je viens de dire, sachant que c'est un roman qui parle énormément de l'espace. C'est une amie qui m'a offert ce livre. C'est une amie et collègue angliciste de l'université alors c'est plus Toulouse Le Mirail, c'est quoi? C'est Toulouse Jean Jaurès, je crois, depuis quelques années. Mathilde Roger, qui est une éminente et excellente spécialiste des littératures sud-africaines, et en particulier justement de cette question de l'écriture du Veld, de l'écriture, que je prononce mal, de l'écriture de l'espace, de la réécriture du mythe des Voortrekker aussi. Et donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'elle m'ait offert ce livre, et c'est très bien qu'elle me l'ait offert, parce que ça fait longtemps qu'elle m'en avait parlé, que j'en entendais parler, et voilà, je ne suis pas en train de dire que si vous voulez absolument que je lise un livre que j'ai toujours pas lu, il faut me les offrir. Je ne suis pas en train de faire la pêche au cadeau. Mais voilà, donc c'était super sympa à elle. Et je l'ai lu tout de suite, en fait. Et j'ai bien aimé ce livre. Donc je vous lis un passage assez représentatif, je pense. La nostalgie était plus forte que tout, y compris pour ceux qui n'avaient plus rien d'autre. C'était de ce pays et de nul autre, de cette terre et de nul autre, qu'ils ne cessaient de rêver depuis une génération déjà. Ils en avaient emporté le souvenir, jusque dans les chambres de bonne et les greniers des villes étrangères où ils trébuchaient sur les mots de langues inconnues et traînaient leurs bagages dans les gares, les autobus, les taxis et les trains. La pluie brouillait les montagnes et les champs qui défilaient sous leurs yeux. L'obscurité enveloppait les toits et les tours, leurs pas résonnaient sur les marches nues d'un escalier, une clé cliquetée dans une serrure. Il y avait les arrivées et les départs, les rencontres et les adieux, les déménagements de chambre en chambre et les longs voyages de ville en ville. La peur de se tromper en manipulant les pièces et les billets. L'espoir, l'attente, le néant de l'exil et cette obscurité qui de plus en plus tôt recouvrait les champs et les toits des maisons jusqu'à ce que tout eût disparu, tout sauf la nostalgie et le rêve. Les murs de leurs chambres étaient ornés de reproductions représentant d'autres paysages, et l'obscurité voilait leurs fenêtres. La nostalgie était plus forte que tout, impitoyable, inéluctable. Lorsqu'il était plus jeune, il avait toujours été frappé, en observant les exilés, de voir ses valises à demi défaites, prêtes pour le retour. Dans cette vie qu'ils s'étaient construite loin de chez eux, le seul élément véritablement tangible était ce pays qu'ils avaient autrefois possédé et qu'ils avaient perdu. Une possession qu'ils trouvaient d'ailleurs toute naturelle. Jamais ils ne s'étaient interrogés ni sur sa validité, ni sur sa signification. Et le fait d'avoir tout perdu ne les avait pas davantage conduits à réfléchir. Donc on voit que c'est une écriture, c'est un roman qui est tout en nuance en fait, sur le fait que c'est des personnes qui possèdent des terres, qui possédaient un très grand nombre de terres évidemment, dans l'expropriation évidemment des autochtones, des Noirs, dans la minorisation, l'infériorisation, les discriminations, etc. Et qui ne s'interrogent pas dessus, mais il s'intéresse quand même à leur point de vue. Il fait entendre ce point de vue et toute la complexité aussi pour ce personnage qui, lui, a grandi en Europe, de se rendre compte qu'il est coupé de ça et qu'il ne peut pas comprendre la génération de ses parents, la génération de ses parents, et il ne comprend pas davantage les personnes plus jeunes que lui qu'il rencontre en Afrique du Sud à l'occasion de ce retour au pays natal. Et le pays bien-aimé, il est extrêmement ambivalent, parce que c'est lui, il rentre, mais est-ce que c'est vraiment son pays bien-aimé? C'est le pays bien-aimé de ceux dont il ne comprend pas l'amour, ou dont il a du mal à comprendre l'amour. Là encore, il y a des péripéties, il y a 2-3 révélations, 2-3... Donc voilà, je ne vous spoile pas la fin, je ne vous spoile pas l'histoire, mais allez le lire. Je commence à fatiguer un peu parce que je prends beaucoup de temps pour lire. Et bon, je vais peut-être quand même parler. Alors, j'ai lu Black Manu de Goz, qui était sorti en 2000, je ne sais plus.
2000, je vais pas retrouver, c'est au Nouvel Attila. Alors ça, c'est pas traduit, c'est écrit directement en français. Je sais même pas ce que c'est, cette feuille qu'il y a là-dedans. Bon. 2020, voilà. Alors c'est toujours les achevés d'imprimer du Nouvel Attila, expédié au rythme d'un feuilleton des baraquements de Bassam au sous-sol de Belleville, ce jeu d'épreuves, ah oui c'est un jeu d'épreuves, c'est vrai, j'avais trouvé ça, je crois même que même si c'est pas un libraire d'occasion qui le vendait quand même, le petit filou, ce jeu d'épreuves a été achevé d'imprimer courant juin 2020 pour des lecteurs privilégiés appelés à les faire circuler au maximum sous peine d'être condamnés à manger des coups de poulet pendant 7 générations. Bah, le lecteur qui avait reçu ce jeu d'épreuves, il l'a fait circuler au maximum parce que moi je l'ai récupéré, peut-être dans une boîte à livres, mais je crois que je l'ai acheté quand même, je sais plus. Bon, peu importe. J'ai bien aimé ce livre qui est pas, enfin, qui raconte un personnage un peu mythique du Paris africain des années 80, en fait, des années 90. Un drogué africain, qui est clandestin, immigré illégal, et ça se passe à Belleville. Et donc, il y a un très grand nombre, il y a une galerie de personnages, enfin, il y a des activités un petit peu interlopes qui se passent, et l'écriture est très nerveuse, elle est un peu dans ce type d'écriture que moi, j'aime pas énormément, je trouve ça pas mal, ça se lit, je l'ai lu en entier, mais c'est cette écriture très, afro-parisienne en fait, c'est ces textes afro-parisiens qui sont un peu comme ça, un peu ironiques, un peu détachés, et puis qui ponctuellement deviennent beaucoup plus saisissants, beaucoup plus tragiques, et puis qui repartent sous des espèces de dehors un peu comme ça, de détachement, ou de fausses désinvoltures. J'ai tendance à trouver que c'est une forme d'écriture, voilà, Mabankou par exemple, mais qui finalement demeure assez superficielle. Bon, c'est pas tout à fait le cas ici de Gauze, parce qu'il n'est pas superficiel, mais je trouve, voilà, c'est des textes, j'ai lu beaucoup de textes comme celui-là, et je m'en lasse un petit peu, voilà. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'avais pas lu immédiatement quand il est sorti, parce que ça ne me disait pas grand-chose en fait. Je l'ai trouvé, j'ai fini par le lire, et j'étais content de l'avoir lu, c'est quand même, voilà, donc c'est un texte tout à fait conseillable. Bon. Est-ce que je lis un extrait? Allez, je vais lire ça. À force de pratique, le tamoul de Black Manu dépasse le bagage nécessaire pour la cuisine. La langue est à l'embouchure de culture, on ne peut pas pénétrer sans passer par là. Quand il parle, chaque rire moqueur se divise en deux, une moitié pour l'accent, l'autre pour la surprise. Dans le sud de l'Inde, ils sont sombres, pas noirs. Mais comme ses compagnons, Black Manu est dur à la tâche. Les journées de travail sont interminables. Dimanche et fériés ne sont pas des concepts orientaux. Les seuls congés sont imposés soit par les fermetures administratives, soit par les tigres, les jours de manif. Libre, Black Manu visite des églises. La majesté des cathédrales l'apaise. Enfant, il avait Saint-Jean de Cocody. Il traversait tout le quartier pour s'y réfugier. Paris est plein d'églises, mais vide de chrétiens, le contraire d'Abidjan. Un paradoxe français est que souvent les immigrés ont la même éducation vieille France que les xénophobes qui les rejettent. La pensée fait sourire Black Manu en pleine Ave Maria à Saint-Jean-de-Montmartre. Sorti du calme office, il tombe sur la frénétique place des Abbesses. Ici, c'est Montmartre. Langue vernaculaire anglais, langue commerciale français, couleur indéfinie. Le quartier le plus touristique du monde. Danseurs, jongleurs, statues vivantes, clowns et toutes sortes d'artistes de rue s'activent pour capter la manne des pièces au chapeau. Let It Be et No Woman No Cry chantés en boucle rapportent beaucoup. Les Let It Beistes et les No Woman No Cryistes, guitares en bandoulière, sont dans tous les coins. Les touristes croient observer une singularité, mais ici, ce sont eux la singularité qu'on observe. Montmartre ne fait pas le touriste fait Montmartre. Black Manu de Gauze, publié en 2020 aux éditions du Nouvel Attila. Alors je voulais parler aujourd'hui de ce texte, j'avais déjà différé la présentation de ce texte la dernière fois, il va falloir que je fasse une vidéo spéciale sur ce livre-là, donc je vais peut-être pas beaucoup en parler là, c'est Marie Ranjanoro, c'est le premier roman d'une écrivaine, c'est paru je crois en début d'année chez Latérite, ça fait déjà quelques mois, et je l'ai acheté il y a 3-4 mois parce qu'elle va venir dans le cadre du festival Plume d'Afrique. Tiens, je vais finir la vidéo en parlant j'ai commencé la vidéo en parlant des assises de la traduction d'Arles,
d'où je reviens. Je vais parler de ce qui se passe à Tours en novembre, et je vous invite vraiment à aller regarder le programme. Il y a une programmation, comme toujours, extrêmement riche. Le festival Plume d'Afrique, c'est un festival qui se tient à l'automne, en novembre, une année sur deux, les années impaires, en fait. Et donc, c'est à chaque fois très riche. Moi, je ne peux pas voir le 10e de ce que je voudrais aller voir. Et donc, entre autres choses, et j'espère que ça, je vais quand même réussir à coincer ça dans mon agenda et à pas être complètement crevé là, quand ça se présentera, il y a une rencontre avec Marie Ranjanoro. Et donc, Marie Ranjanoro, c'est une jeune écrivaine, je crois qu'elle doit avoir 30 ans ou comme ça, franco-malgache, enfin française, de culture malgache, je ne sais pas, moi, je me contrefous de la carte d'identité des écrivains, mais c'est pour donner, voilà, c'est pour dire, ça s'inscrit quand même. C'est un texte qui se passe à Madagascar, c'est un texte qui parle de la lutte. Là encore, hein, finalement, il y a beaucoup de textes de résistance, en fait. Si je faisais une analyse plus poussée que le survol rapide que je vous ai fait des 9 parfaites de Ngugi wa Thiong'o, c'est une épopée de résistance. C'est une épopée de constitution, de conception, et c'est une épopée de résistance. Peu importe. Donc là encore, un texte qui parle de la résistance à la colonisation française, avec des personnages et des voix alternées, et dans un procédé ou dans une structure qui est relativement connue et identifiée déjà. Il y a de très nombreux textes postcoloniaux qui utilisent ça, des personnages malgaches, et puis en contrepoint, un colonisateur, une figure de colonisateur, généralement assez complexe, c'est le cas ici, mais voilà, la complexité n'est pas là pour dédouaner l'instance colonisatrice, donc la France, de ces crimes, en l'occurrence, et on sait que malheureusement à Madagascar, ils ont été nombreux, les crimes de la nation colonisatrice, impérialiste française. Bon, la raison pour laquelle je veux parler de ce texte, c'est que c'est une immense écriture. C'est-à-dire, c'est extrêmement beau, je l'ai dit pour Maréchera tout à l'heure, c'est un texte extrêmement fort. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas lu, que j'avais pas découvert une nouvelle écriture aussi singulière, aussi marquante. Et j'ai envie de dire peut-être à Lizamir, enfin des gens comme ça, des écrivains comme ça, peut-être dans les quelques dernières années. Et donc c'est vraiment une découverte d'une écriture extrêmement belle, extrêmement nuancée, extrêmement profonde, et qui creuse, et qui appuie là où ça fait mal. Donc c'est pas du style pour enrober ou pour fuir les problèmes, c'est une profondeur stylistique qui permet de cerner et d'appuyer sur tout ce qui est douloureux, en fait, dans l'héritage historique de cette colonisation de Madagascar par la France. J'ai corné plein de pages, et je sais pas, peut-être qu'il faut que j'en lise 2 différents. Voilà, je vais lire, je suis crevé, en fait, donc ma lecture va pas être bien, mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est comme d'hab, hein, en fait. Qu'est-ce que je peux lire ? Allez, je vais lire ça. C'est une description de la mer vue par le personnage de l'officier colonial Pierre Gallois d'Aurous. Voilà. Donc c'est juste avant l'insurrection anticoloniale de 1947, les Faravalo, etc. Non, je commence direct sur je regardais si j'allais pas remonter un petit peu, mais non, je commence direct sur la description. La mer en contrebas venait obstinément se briser sur la falaise. Au pied du Lazaret, dans le creux de la baie des Français, l'eau sublime chantait sa plainte éternelle. C'était le chant des fous. Des désespérés, des enfants habités de chimères invisibles, des vieilles errant nues sur les marchés, tordues de colère, le rythme d'un front frappé au mur jusqu'au sang, jusqu'à l'évanouissement. Quelle folle que cette mer-là! 100 ans, 1000 ans qu'elle se jetait sur les rochers avec fureur pour mourir sur la rive acérée. La falaise jamais ne cédait. C'était le combat insensé, la guerre perdue d'avance. Il aurait fallu 100 ans de plus, la force d'1 million de vagues peut-être. Qu'allait-elle faire, la mer, avec son eau d'émeraude, avec son sel limpide? Qu'espérait-elle à se jeter ainsi contre la roche dure, éternelle, implacable? Depuis les remparts du Lazaret, ce spectacle misérable faisait rire et pleurer. Elle prenait son élan dans l'abysse secret de l'océan, là où elle s'était lassée de conspirer en silence, galvanisée par sa propre chanson, convaincue qu'il n'y avait plus d'autre choix.
On la voyait venir de loin, onde magique, puissant ressac comme deux bras rassemblant ses eaux, comme on rassemble son courage et ses hommes. Puis la vague s'enflait, montait, grondait, la bave aux lèvres, écumant de rage. Elle allait frapper, s'élever de toute sa hauteur, se cambrer, menaçant l'insolente falaise et enfin se jeter, corps et âme, tout entière. La vague qui s'abat sur la rive ne retient pas ses coups, elle n'économise pas son sang, elle ne prépare pas de retraite, elle va se jeter, c'est tout. Se jeter et mourir contre la falaise qui n'a pas bronché, c'est fini. Le combat est perdu, déjà perdu avant la première vague. La falaise n'a pas bougé, l'eau se retire, éclatée en un millier de larmes qui se perdent dans l'océan. Le combat est perdu, la falaise n'a pas bougé. Mais la vague emporte avec elle 3 grains de sable, un caillou mal accroché. Elle a susurré un mot dans une brèche inondée, une malédiction qui finira par fendre la roche, faire éclater la paroi. Elle se fond à nouveau dans l'océan qui nous a vus naître et mourir. C'est ainsi que nous nous donnons à nos enfants, brisés dans l'écume. C'est nourri de nous, de nos peines, de nos défaites, de nos amertumes, mais aussi du sens de notre folie, de nos espoirs de conquête, jamais abandonnés, jamais compromis, qu'ils pourront grandir, se gonfler de l'élan invincible des courants et devenir à nouveau vague, marée, tempête. La vague revient toujours, le ressac ne meurt jamais. Un jour, c'est sûr, la falaise s'écroulera. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, je ne sais même pas si j'ai dit le titre du livre, donc, Marie Ranjanoro, Feu, fièvre, forêt chez la Territe. C'est les pages 78 à 80. Ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est qu'il y a évidemment ce côté allégorique, un peu proleptique, l'idée que les luttes anticoloniales ont pris du temps, mais qu'à un moment donné, on s'est débarrassé de l'envahisseur, de l'occupant. Donc il y a cet aspect-là, évidemment. Un jour, c'est sûr, la falaise s'écroulera. Donc les vagues qui luttent et qui emportent quelques grains de sable infinitésimaux de la falaise, c'est la lutte, effectivement, de David et Goliath, c'est la lutte des Malgaches contre les Français. Mais ça n'est pas réductible à ça, parce qu'il y a énormément de choses là-dedans qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. La phrase sur « c'est ainsi que nous nous donnons à nos enfants brisés dans l'écume », par exemple, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Donc ou qui peut-être a à voir d'ailleurs, mais c'est à nous, c'est elle qui nous suggère de dire que là, il y a d'autres analogies, d'autres connexions possibles, d'autres sens possibles à cette scène. Et donc, et c'est quand même aussi regardé par un malgache. Je ne vous ai pas lu la scène d'introduction, mais ce spectacle, il est regardé par un malgache, il est regardé par un officier colonial, un administrateur colonial, et donc, c'est qui pense quoi, quelle phrase appartient à qui. Et puis, bon, voilà, il y a une écriture magnifique, enfin, j'espère que je ne l'ai pas trop mal lu quand même. Est-ce que je vais lire, parce que il y a un personnage, le personnage, la protagoniste principale, malgache, c'est une guérisseuse en fait. C'est une femme qui se rend compte parce qu'elle a entendu des choses et qu'elle a suivi en fait sa grand-mère, je crois. Enfin voilà, j'ai déjà oublié, j'ai lu ça il y a 2 mois, c'est super la mémoire. Et donc elle c'est une guérisseuse. Ouais, je vais peut-être lire ça. Je vais peut-être pas lire dès le début. C'est le début du chapitre 9, page 113. Mes femmes au ventre tenaillé, je les rendais libres. Je défaisais le sort auquel un être sans visage, porteur d'une verge inconséquente, les avait condamnés, sans même le savoir, sans jamais y avoir repensé aveugles et sourds. Vauriens, gâtés, pourvus d'un corps prodigue, ils allaient et venaient dans le ventre des femmes, eux toujours libres, toujours insouciants, toujours des enfants. S'inquiétaient-ils jamais du pouvoir implacable de leur sexe tendu, l'anxiété des jours comptés, du plaisir entaché, le poids continuel du futur et sa menace? Ils étaient toujours pour nous, jamais pour eux. Ils n'avaient aucune idée des murmures proférés dans nos maisons, dans le secret de nos allées et venues au point d'eau, entre les coups du pilon et les vapeurs des marmites. Je haïssais cette insouciance et c'était ma rage qui arrachait les enfants au ventre des mères, fussent-ils pour ce monde ou pour l'autre. En y posant le sceau de mes mains, j'effaçais le péché de leur père. Mes enfants étaient des enfants de femmes et de personne d'autre. De mon office, je les consacrais dans la conception ininterrompue d'une lignée immaculée. Voilà. Tout à fait autre chose ici, dans cette voie un peu collective, c'est-à-dire le jeu qui finalement est un nous, et c'est les femmes, c'est les mères, c'est les victimes des hommes, c'est celles qui sont délaissées, qui sont usées, usagées, enfin employées par les hommes, et qui se constituent ici en mes enfants, nos maisons. Voilà, ils n'avaient aucune idée des murmures proférés dans nos maisons. Voilà, donc c'est aussi un très beau texte antipatriarcal. Il n'est pas qu'anticolonial, mais subtilement antipatriarcal. C'est-à-dire ce que j'ai lu, c'est presque un des moments où c'est le plus cinglant, le plus net en fait.
Bon, j'ai noté plein d'autres pages, il faudrait lire le texte, il faudrait lire le roman dans son entier, mais c'est vrai des autres textes que j'ai lus aujourd'hui. Je m'arrête là, parce que ça fait presque 1 heure, que c'est très long. Et je pense que vous aurez peut-être entendu aussi des échos entre le premier extrait que j'ai lu de Feu, fièvre, forêt de Marie Ranjanoro, et puis l'extrait que j'ai lu de la traduction par Sika Fakambi de Dambudzo Marechera. Bon. Voilà, tiens, il y a ce marque-page qui est tombé, et vous voyez, c'est un marque-page, là, de l'ATLF. Ce livre a été traduit par... Bon. Les assises de la traduction, c'est l'association Atlas. Voilà, allez voir ça un peu. C'est pas la même chose que la TLF, faut pas confondre. Voilà, Plume d'Afrique, c'est en ce moment à Tours, c'est en ce moment en Indre-et-Loire, pas qu'à Tours d'ailleurs, dans d'autres lieux aussi en Indre-et-Loire, la métropole de Tours, et puis dans un certain nombre de communes un peu plus éloignées de la métropole. Voilà, renseignez-vous, j'essaierai de retrouver les infos, si j'oublie de les mettre, réclamez-les-moi, mais la rencontre avec Marie Ranjanoro, je crois que c'est la semaine prochaine, peut-être le week-end, parce qu'il y a un salon du livre africain en fait qui a lieu, je crois pas le week-end prochain, mais le week-end d'après, ça doit être ça, autour le 25-26 novembre. Bon, voilà, j'ai parlé d'un certain nombre de livres, pas beaucoup finalement, mais voilà, c'est parce que c'est des textes importants, puis parfois quand je suis fatigué, je prends plus de temps, quoi. Allez, bonne soirée, thanks for bearing with me, je range mon bureau, ça continue.